Pour la première fois depuis son élection à la tête de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a visité le secrétariat général de cette organisation. Occasion pour le chef de l'État congolais de saluer le dynamisme économique de la sous-région. Un reportage à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis les indicateurs macroéconomiques de la République démocratique du Congo demeurent stables. C'est le comité de conjoncture économique qui l'affirme. Dans ce journal, vous écouterez le VPM en charge de l'économie, Vital Kamerhe, qui est également revenu sur la crise de maïs dans les espaces Katanga et Kasaï. Et puis la RDC perd chaque année plus d'1 milliard de dollars américains dans le trafic illégal d'or. C'est la ministre en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, qui l'a affirmé. Vous l'écouterez également dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le secrétariat de la communauté de développement de l'Afrique australe, situé à Gaborone au Botswana, a reçu mercredi pour la toute première fois depuis son élection à la tête de la SADC en août dernier, le président en exercice de cette organisation, justement, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République a également profité pour présider une séance de travail. Regardez. Le président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe a été reçu ce mercredi par le secrétariat de cette organisation située au Botswana. Félix Tshisekedi a été accueilli par le Botswanais alias Magossi et son adjointe chargée de l'intégration régionale Angèle Makombo. Le président de la République démocratique du Congo s'est ensuite entretenu avec l'équipe de gestion du secrétariat de la SADC recrutée au sein de 16 États membres. Objectif, c'est rendre compte du travail qu'effectuent ces personnels en faveur de la sous-région. Ce dernier a également salué les performances réalisées par cette institution, surtout en matière des échanges commerciaux intra-régionaux. J'ai noté avec satisfaction que si la SADC n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange continentale pour pouvoir mettre en opération l'union douanière et le marché commun dans les délais prévus, elle a du moins enregistré le taux le plus important d'échanges commerciaux intra-régionaux, soit 23% du total des échanges réalisés avec le reste du monde. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a également eu droit à une visite guidée dans différents compartiments de cette institution chargée de l'histoire, une histoire de la communauté et ses pères fondateurs, racontée dans différents tableaux portraits exposés à l'intention du public. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, les ministres membres du comité des conjonctures économiques se sont réunis autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde mercredi 10 mai 2023. Au cours de cette réunion hebdomadaire, il était question de se pencher sur des mesures à prendre afin de permettre à la République démocratique du Congo de retrouver sa souveraineté sur le plan alimentaire et sa vocation d'exportateur. Dans l'ensemble, le comité des conjonctures économiques a salué la stabilité des indicateurs macroéconomiques depuis le mois de janvier 2023 et croit que le pays a une assise sérieuse pour bâtir finalement une économie qu'elle veut productive. Le comité a confirmé les mesures adoptées au niveau de l'ECOFIN concernant la question de la rareté de la farine de maïs. Ces mesures seront annoncées ce vendredi au Conseil des ministres. Nous avons effectivement débattu des questions qui touchent, vous pouvez les deviner, au cadre macroéconomique, notamment les indicateurs en ce qui concerne l'inflation. Ça nous renvoie au problème des prix, les taux d'échange et la 4e revue avec les institutions de Bretton Woods. En ce qui concerne tous ces indicateurs, ils sont stables depuis le mois de janvier, ce qui nous permet de croire que nous avons une assise sérieuse pour bâtir finalement l'économie que nous voulons productive. Les mesures à prendre par rapport à la rareté de la farine de maïs au Grand Katanga et au Grand Kasaï. Ces mesures concernent principalement l'identification qui a déjà été faite par le ministre de l'Agriculture et nous-mêmes, la délégation de passage au Katanga, des producteurs locaux, grands et petits, pour commencer par les ramassages et les encourager avec des allègements
de divers ordres, c'est-à-dire des mesures incitatives de la part de l'État, mais aussi pour faire face à la crise qui, elle est là, c'est la conjoncture, nous devons, en attendant, importer. Aussi, pour cette situation particulière due à la rareté de la farine de maïs dans le Katanga et le Kasaï, on a noté la présence très remarquée du ministre de l'Agriculture. Infrastructures routières, insécurité et exploitation minière artisanale, ce sont là les sujets qui étaient au centre des échanges. C'est jeudi 11 mai 2023 à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le caucus des sénateurs de la Grande Orientale. Regardez. Les élus de ce coin du pays sont venus présenter au chef du gouvernement les différents problèmes majeurs qui attendent des solutions pour le développement de ces 4 provinces, respectivement le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Chopo. Ces problèmes, c'est notamment la question des infrastructures routières, de l'insécurité et de l'exploitation minière artisanale. À la tête de cette délégation, le sénateur Médard Asenga a présenté la cartographie de sa province et autres difficultés qui demandent une attention particulière de la haute hiérarchie. Il a réagi positivement parce qu'il a répondu à tous les aspects des problèmes qu'on a posés. Nous avons posé les problèmes sécuritaires. À Ituri, comme tout le monde le sait, évidemment, nous sommes dans l'attente d'une décision qui pourra remettre les choses, la paix à Ituri. Les problèmes de sécurité, ce n'est pas seulement à Ituri, il y en a à la Chopo, où on a des conflits de terres. Aujourd'hui, il y a le banditisme urbain. Les gens meurent à Chopo, je crois que vous les suivez par la presse. Nous lui avons donné des détails sur ce qui se passe à la Chopo. Nous avons donné des détails sur ce qui se passe dans les Haut-Ouélé, notamment l'invasion des carrés miniers, disons, des zones d'exploitation artisanale par les Chinois, qui privent les nationaux du travail qu'ils faisaient avant et qui a des conséquences sur la sécurité au niveau de cette province. Dans les Bas-Ouélé, la même chose, il y a la partie des Ango où on a l'incursion des LRA et des Mororo. C'est incontrôlable parce que, comme partout dans l'espace, nous n'avons pas assez d'effectifs militaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs promis que dans les jours à venir, les solutions idoines vont être trouvées afin de permettre le développement des différentes provinces de la Grande Orientale. Le drame de Calais dans la province du Sud Kivu ne laisse pas indifférent le gouvernement de la République. Le ministre en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, est revenu sur quelques causes de cette tragédie lors du point de presse tenu le mercredi aux côtés de son homologue de la communication. Il a ainsi appelé à la conscience collective et au respect des principes urbanistiques. Claude Congo. Les constructions anarchiques ont été présentées comme l'une des causes principales qui ont occasionné les drames à Calais dans le site Kivu. C'est le ministre de l'aménagement du territoire qui l'a fait savoir. Il a appelé à la conscience collective avant toute construction, soulignant que les gouvernements de la République réfléchissent sur les mécanismes pour protéger la population. Il y a 3 rivières qui se déversent sur le lac Kivu. Ces rivières sont, il y a le Pungila, Kanyuni et Nyamukubi. Ces 3 rivières, en se déversant sur le lac Kivu, avec les dérèglements climatiques, il y a eu l'augmentation des quantités d'eau dans le lac. Ce qui fait que les constructions, nos populations, ils ont construit sur le lit majeur du lac Kivu. Évidemment, ils vivent des activités champêtres, ils doivent cultiver les champs. Aussi, ils coupent aussi le bois parce qu'il faut trouver de l'énergie pour cuisiner, ainsi de suite. Ces 2 activités de l'utilisation de l'espace physique a créé une fragilité sur la terre ferme. Ce qui fait qu'avec la quantité d'eau qui a augmenté, cela a créé à ce qu'il y ait de boue qui puisse se déverser sur la rivière et ça a créé ce que ça a créé. D'où l'importance de l'observance des outils de planification spatiale, comme j'ai énuméré. Et la province du Sud Kivu dispose de ce qu'on appelle le plan urbain d'aménagement du territoire. S'il n'y a pas cette conscience collective, pour dire qu'on ne peut pas
construire n'importe comment. La construction, l'érection de construction, les affectations de terres doivent obéir à une logique, à une réglementation. Ce sont ces outils que j'ai parlé et le gouvernement s'y attelle pour que notre population puisse vivre paisiblement et que notre pays puisse réellement connaître, comme j'ai dit, à l'horizon 2050, un territoire qui est très bien aménagé. Le bilan provisoire quitte de 412 à 438, pas de chiffres officiels pour les disparus. Actuellement, un comité est mis en place afin d'identifier les dégâts pour une bonne prise en charge. Restons toujours dans les couloirs de ce briefing du gouvernement. Le ministre en charge de la communication et médias a détaillé les nouveaux arrêtés ministériels qui rentrent dans le cadre de la salubrité médiatique en RDC en présentant les télévisions autorisées à exploiter la télévision numérique terrestre à Kinshasa. C'est un reportage de Fulgence Milaï et Joe Manana. La salubrité médiatique promise par le ministère de la Communication et Médias est lancée en République démocratique du Congo. Au total, 107 chaînes sont admises à la télévision numérique terrestre TNT sur les 262 répertoriés à Kinshasa. Décision qui découle de 2 arrêtés ministériels signés par les ministres Mouyaya. Les premiers portent sur les éditeurs des programmes admis à l'exploitation de la TNT à Kinshasa. Les seconds concernent les éditeurs des programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est qu'au départ, il y avait 262 chaînes de télévision, 103 dans la télévision numérique terrestre publique, 158 dans la TNT privée. Après travail, nous avons 107 chaînes qui sont éligibles à l'exploitation à la TNT, d'où les premiers arrêtés qui portent sur 107 chaînes. Puis sur les 107 chaînes en règle, 14 sont dans les bouquets privés et 83 dans le bouquet public. Sur les 83 chaînes de télé, 41 utilisent de laptop. Sur ceux qui utilisent de laptop, nous avons 28 qui les utilisent comme décodeurs ou faisceaux. À eux, un délai de grâce de 72 heures a été donné pour s'occuper du matériel adéquat, faisceaux ou décodeurs. 13 les utilisent comme télévision portable, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune infrastructure, ni studio, ni rien, mais elles viennent tous les jours à Pigeon pour télécharger des films. Vous savez que Pigeon est un site stratégique qui mérite d'être sécurisé. Nous voulons donc, pour des dispositions sécuritaires, limiter l'accès à ces sites. Et ce qu'il faut retenir, tout ce qui est admissible, tout celui qui est admissible, éditeur de programme à la TNT, est reconnu comme télévision, mais l'accès à la TNT publique n'est pas automatique. C'est une première phase que nous avons commencé. Toutes les chaînes qui ont été déconnectées aujourd'hui ont des possibilités évidemment de faire des recours parce que les décisions que nous voulons prendre ne sont pas définitives. Nous voulons nous assurer que ceux qui veulent investir dans les secteurs de médias répondent aux exigences du travail dans les secteurs de médias. Les directeurs des cabinets du ministre, le secrétaire général à la communication et médias, l'ADG du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat, et les coordonnateurs de CNM TNT ont été invités à procéder à la déconnexion de ces médias non en règle. Venons-en maintenant à cette information, je l'ai évoqué dans l'entame de ce journal, plus de 40 tonnes d'or estimées à plus d'1 milliard de dollars américains sortent illégalement du territoire congolais chaque année. C'est une déclaration faite le mercredi par la ministre congolaise en charge des mines, Antoinette Nsamba Kalambay, des pertes qui peuvent atteindre, à l'en croire, plus de 34 milliards de dollars américains. C'est un propos recueilli pour vous par Juvette Mbidou. Plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Le Rwanda en est le principal instigateur. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. À titre d'illustration, des observateurs avertis sont unanimes pour reconnaître que plus de 40 tonnes d'or illégalement sortent annuellement
du territoire national à destination des principales places de consommation après transit dans certains pays voisins pour traitement et raffinage. En prenant le cours moyen de 3 dernières années, plusieurs milliers de francs congolais équivalent de plus d'1 milliard de dollars américains devant servir d'assiette à la fiscalité et à la parafiscalité, sans oublier ses effets induits en termes de croissance, échappent au trésor public. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande minière, le partenariat Primera Gold a été mis en place, lequel, en moins de 6 mois, a fait passer les exportations d'or de la filière artisanale de moins de 50 kilos l'an à plus de 600 kilos en moins de 6 mois. Restons toujours dans le secteur des mines en RDC. 14 000 tonnes, soit 12% de la production congolaise du cobalt durant la période 2021-2022 est artisanale. C'est l'affirmation du dernier rapport publié par Cobalt Institute, une association commerciale britannique. Des chiffres qui démontrent tout de même l'urgence d'une mise en place des mesures d'encadrement de la production artisanale du cobalt en RDC. L'exploitation artisanale du cobalt en République démocratique du Congo représente, d'après ces rapports, un danger, car il est lié à des problèmes du non-respect des droits de l'homme et à un faible niveau des mesures de sécurité. De ces faits, il recommande la formalisation de l'exploitation minière afin de mettre fin aux mauvaises pratiques qui impactent négativement la vie des milliers de Congolais œuvrant dans ces secteurs. À en croire ces rapports, la majorité des cobalts extraits sur toute l'étendue nationale provient de mines à grande échelle, principalement exploitées par de grandes entreprises, ce qui contribue significativement au développement social et économique du pays. Ainsi, 100 à 200 000 Congolais ont trouvé d'emploi et bien d'autres dépendent régulièrement des revenus de l'industrie minière du cobalt. Sur le plan international, l'industrie congolaise du cobalt a fourni près d'1 million d'emplois en 2021, soit 3 fois plus qu'en 2010. Et les réserves totales de cobalt sont estimées à 8,3 millions de tonnes, dont la moitié de réserves reviennent à la RDC. De plus de 120 millions de tonnes de ressources de cobalt ont été identifiées au fond de l'Atlantique, des océans Pacifique et Indien. Dans le reste de l'actualité, le ministre congolais en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, propose de repenser l'institution panafricaine de financement de l'immobilier afin de la convertir en une véritable banque dotée de tous les moyens. Pius Mwabilou s'est ainsi exprimé à Abuja, au Nigeria, à la table ronde ministérielle dans le cadre des travaux de la 42e Assemblée générale des Shelter Afrique. Les assises ont été présidées par le directeur général de la société et plusieurs ministres y ont pris part. Placé sous le thème Shelter Afrique, nouveau modèle d'affaires et de stratégie, cette table ronde était un cadre d'échange d'expériences. Pius Mwabilou a dans son discours rendu hommage mérité au président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour faire du secteur de l'urbanisme et habitat l'un des piliers de son action. Il est revenu largement sur les attentes du peuple congolais. Et lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, on a pensé qu'au lieu de refaire encore un plan d'orientation stratégique pour l'aménagement de la ville de Kinshasa, avec l'appui de la Banque mondiale, de l'ONU Habitat, nous avons commencé à faire des études et nous avons monté des plans urbains de référence qui sont des projets bancables pour la construction des logements qui sont à la fois écologiques, abordables et décents. Dans certaines villes, dans 5 villes de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi la République démocratique du Congo pense que pour avoir un soutien fort, réel, il faut que nous puissions penser cette institution pour que nous ayons une véritable banque de développement
dans le domaine, dans le secteur des logements abordables. Les ministres d'État ont encouragé les nouveaux animateurs de Shelter Afrique à n'aménager aucun effort pour innover dans le pragmatisme en matière d'octroi de crédits hypothécaires avec minimisation des différents risques qui y sont liés. Le mercredi soir, le numéro 1 de l'urbanisme et habitat a pris part au symposium avant l'Assemblée générale prévue ce jeudi avec en ligne de mire la candidature de la République démocratique du Congo au conseil d'administration. C'est donc un grand moment qu'attend la République démocratique du Congo. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut accompagner la Caisse nationale des péréquations dans sa lutte contre les disparités sociales entre provinces et entités territoriales décentralisées. C'était au cours d'une séance de travail tenue le mercredi 10 mai à Kinshasa avec les membres du conseil d'administration conduit par leur directeur général. Ils étaient justement en présence de la ministre congolaise en charge du plan, Judith Souminois. Cette première réunion a permis d'étudier profondément les enjeux relatifs aux missions assignées à la Caisse nationale de péréquation et de redynamiser ses liens avec son ministère de tutelle, le plan. À en croire le directeur général de cette institution publique, Jacques Koko Moulongo, l'accompagnement du ministère du Plan est indispensable, car l'institution à laquelle il est placé finance le programme d'investissement public, lequel est censé suivre une procédure technique pour sa réalisation. Une procédure technique que seul le ministère du Plan conçoit. À ce propos, la ministre du Plan a réitéré sa volonté d'accompagner cette institution en donnant des engagements fermes en rapport avec l'implication de son ministère. Sur ce, une commission ad hoc a été ainsi mise en place, composée d'une part de la direction des opérations du Conseil national de péréquation et d'autre part d'une des directions du ministère du Plan. Pour mémoire, la Caisse nationale de péréquation est une institution publique dont la mission principale est de financer des projets et programmes d'investissement public en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. À ce titre, elle retient 10% de la totalité des recettes à caractère national revenant à l'État chaque année. Et puis, dans son cabinet de travail, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a reçu mardi le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, Miguel Katem Kachal. Ce dernier est allé informer officiellement l'autorité urbaine du lancement à Kinshasa du contrôle systématique du respect par les entreprises concernées des règles de la sous-traitance. Le numéro 1 de la sous-traitance en RDC a été reçu par le gouverneur de la ville de Kinshasa dans son cabinet du travail. Leur entretien a tourné autour de grandes missions de contrôle des conformités de la loi régissant la sous-traitance qui s'effectue sur la ville de Kinshasa et qui constitue la première étape de ce long périple. Le directeur général de la RSP, Miguel Katem Kachal, a donc présenté au gouverneur Gentini Ngobila les tenants et les aboutissants de cette opération de grande envergure. Nous pensons que tout va bien se dérouler. Nous comptons sur leur bonne collaboration. C'est la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est plus que déterminé pour changer la donne de la sous-traitance dans notre pays. Nous venons d'entrer dans une phase de changement et c'est une phase très historique. La détermination est visiblement grande dans cette quête de rétablissement de l'ordre dans les secteurs de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le gouverneur des provinces a très bien salué les débuts du contrôle et surtout que ça commence dans sa province qui est sa juridiction. Et il y a ceux qui pensaient peut-être que le contrôle ou l'ARSP c'était uniquement dans les sociétés minières. L'autorité de régulation de la sous-traitance n'intervient pas seulement dans les sociétés minières, ça concerne toutes les activités de l'économie nationale. C'est comme ça que nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et après nous allons entamer notre contrôle dans d'autres provinces. Les DG de la RSP et le gouverneur de la ville de Kinshasa se sont donc accordés en termes de collaboration pour de meilleurs résultats dans l'avenir.
La fabrication et la commercialisation des meubles est un secteur d'activité rentable à Kinshasa, un secteur qui rencontre tout de même diverses difficultés. Quelques agents du secteur approchés ce jeudi se sont largement exprimés sur la question. C'est un reportage de Grace Luyanga et Joe Manana. Dans la commune d'Engaliema, sur les sites artisanaux des Météo, s'étend un grand site de fabrication de meubles, l'un des coins les plus réputés de la capitale où s'exerce cette activité. Sur les lieux, divers produits mobiliers sont exposés, à l'instar de fauteuils, des miroirs tissés en liane et bien d'autres accessoires encore. Un agent interrogé est revenu allant sur les détails des prix de leurs produits et des modalités de leur fabrication. D'abord, il s'est mis à Caracas, aux Alibaya, ensemble à Mabaya. Autour de cette planche que l'on découpe en deux, on tisse des lianes après préalablement les avoir nettoyées. Ce qui aboutit à ces fauteuils que l'on vend en $600 et les miroirs se vendent à $20. Dans mon kit auto bandango $600 à base autant 10 000 francs. On est à la soupe là était comme à 5 000 francs. Et pour un miroir on a était comme à $20. Cependant, ils font face à de nombreuses difficultés. Les difficultés auxquelles nous nous heurtons généralement sont celles liées aux temps impartis dans notre travail. Et surtout, les produits que nous utilisons nous parviennent en retard. Et couper ça y moins difficulté. Mais nandenge tozalaki liposo babandai kobundisa biso na ba querer banan mais l'état a maîtriser biso nyonso. À défaut d'avoir un site bien aménagé où l'on peut convenablement exposer nos produits, nous sommes à tout bout de champ appelés à les déplacer en cas d'intempéries. Et cela n'est pas sans risque. Nous perdons parfois des biens de haute facture par ces mouvements. Donc tout ça, c'est la souffrance ma casse franchement. Ne fait que ata hangar où sengeli amini, c'est salami et ça bien. Le meuble faisant partie des produits qui embellissent les domiciles, sa fabrication et commercialisation exigent tout de même un soutien collectif. Et puis, les administrateurs et vendeurs du marché Wenze Yamabaya dans le quartier Mombele à Kinshasa appellent les autorités urbaines à penser à la modernisation de ces lieux de négoce presque abandonnés qui pourtant jouent un rôle prépondérant dans le commerce des produits de la charpenterie largement utilisés pour la construction dans la ville. Ils ont fait part de leurs indignations en début de semaine auprès de nos reporters. Grace Luyanga, Philo Chiloba et Joe Manana. Ici, nous sommes au quartier Mombele, dans le très connu Wenzeya Mabaya, dans la commune de Limete. Ce lieu de négoce est reconnu pour sa singularité qui est le commerce de produits de la charpenterie. On y trouve plusieurs sortes de matériaux en bois. Seulement, les administrateurs et vendeurs de ce marché déplorent le tas d'abandon auquel celui-ci fait objet. Tout d'abord, améliorer courant à Mombele. J'œuvre dans ce secteur depuis bien longtemps. Ce que je demanderai aux autorités compétentes de nous desservir en énergie électrique. C'est un site qui accueille des menuisiers venant de 4 coins de la capitale. C'est pourquoi je réitère ma recommandation à l'endroit même du chef de l'État, afin d'améliorer nos conditions de travail, comme ce fut le cas au marché d'Impinza Delvo où un centre social de menuiserie a été installé. Mais lelo wenda delvo babongisa basali bango centre social ya menuiserie tozoli ngape na Mombele basala wenze o ekotisaka mbongo na kesi ya l'État mais condition o ba mama bazotekela eza condition moko ya pasi vraiment yango na tozo continuer ko senga na ba autorité. Ce marché participe également d'une manière ou d'une autre à améliorer le social des Congolais. Mais les conditions dans lesquelles les gens vendent leurs produits ne sont pas bonnes. Nous en appelons au soutien de l'autorité, car les vendeurs sont exposés à tout le mot. Côté canacé à Moï, bazaliko na ba difficulté vraiment ebelé. Soki ba koyeba ko encadrer marché oyo pour na coacher yango na condition moko ya bien. Il lance ainsi un SOS aux autorités compétentes afin de penser à la modernisation de ce site.
Et place à présent à la revue de presse et c'est avec Jonathan Bakili. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue à la 8e page de l'agence congolaise de presse qui titre « Fonds de promotion de l'industrie, évaluation des projets en cours de réalisation ». Le journal écrit « Un programme d'évaluation des 28 projets en cours de réalisation au niveau national a été initié par le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par Vicky Katouma lors de la visite d'inspection et d'évaluation des projets approuvés par cette instance supérieure du FPI pour un financement en sa première phase. Les confrères poursuivent, la présidente du conseil d'administration Vicky Katouma a fait savoir qu'en initiant ces programmes de visite des projets, un seul leitmotiv habite les conseils d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, celui de se rendre compte de l'état d'avancement de ces projets, de relever les difficultés qui rencontrent des opérateurs économiques dans la mise en œuvre de ces projets et enfin de pousser ces derniers à respecter les échéances de remboursement des crédits. Cette série de visites a débuté par la capitale Kinshasa où 2 projets à savoir Mali Lanzende Congo Communication qui opère dans le secteur du transport fluvial et les Crépat Laboratoire, un centre qui transforme les produits végétaux bruts naturels en produits pharmaceutiques modernes, conclut le journal. Poursuivons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre également à sa 8e page « La SADO sollicite l'intervention des autorités pour arrêter le pillage systématique du diamant de la MIBA ». Le journal note « L'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, est préoccupée par la violation de loi et de la norme ITA en matière de publication des contrats miniers par la minière de Bakwanga, MIBA en sigle ». Dans un communiqué publié à cet effet, note le journal, la SADO indique que la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifié et complété par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 en son article 7 dispose les contrats miniers, annexes et avenants sont publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo et sur le site web du ministère de Mines en déant 60 jours de la date de leur signature. La norme ITA, qui est mise en œuvre par la République démocratique du Congo, exige aussi les contrats, leurs annexes et avenants soient divulgués. Fort malheureusement, indique la même source, la MIBA qui est une entreprise appartenant à l'État congolais et qui participe à la mise en œuvre de la norme ITA, ne respecte ni le code minier, ni la norme en ce qui concerne la publication des contrats. Le confrère poursuit qu'elle a signé un contrat avec la société chinoise dénommée Bichiyu pour exploiter la boucle de Dibindi, l'une des réserves importantes du polygone qu'elle ne veut pas rendre publique. Les acteurs de la société civile ainsi que le syndicaliste basé en Mbujimayi ont déclaré que la manière dont les Chinois exploitent jour et nuit cette partie riche en diamants de la MIBA s'apparente à un pillage organisé et entretenu par les responsables de cette société. Le journal conclut que l'intervention des autorités nationales pour arrêter ces pillages systématiques du diamant est urgente. Terminons cette revue de presse avec le Monitor qui titre « Vital Kamerhe au four au moulin pour juguler la crise du maïs dans le Grand Katanga ». Le journal écrit « La rareté de maïs au Grand Katanga devient de plus en plus inquiétante, créant ainsi la surchauffe de prix sur le marché. Pour satisfaire la population touchée par cette rareté, l'implication du gouvernement central a été sollicitée pour mettre fin à cette situation. À cet effet, selon le journal, Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie, a conduit une forte délégation en Afrique du Sud et en Zambie, où il a conclu les accords avec les partenaires avant de débarquer dans le Haut-Katanga. Les confrères poursuivent. Après la République sud-africaine et celle de la Zambie, où il a eu le pourparler et des signatures des accords avec les officiels et les acteurs majeurs du secteur de la production agricole de ces 2 pays respectifs, le numéro 1 de l'économie congolaise a regagné la RDC par Lubumbashi, où il a réuni les opérateurs économiques, cultivateurs et autres acteurs du secteur. La demande en farine est de l'ordre d'1 million de tonnes l'an et les réserves sont presque à l'épuisement, d'où l'urgence de la nécessité d'apporter une solution rapide pour pallier à cela. Cependant, selon les journaux, le gouvernement central s'active à trouver des solutions immédiates pour répondre à la crise, mais surtout comment régler la question du bunga d'une manière profonde en encourageant et en soutenant la production locale afin de la rendre plus compétitive et ainsi couvrir le besoin sans faille, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique, merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Voici tout de suite le rappel des titres de cette édition du journal.
Pour la première fois depuis son élection à la tête de la SADC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a visité le secrétariat général de cette organisation. Occasion pour le chef de l'État congolais de saluer le dynamisme économique de la sous-région. Vous avez écouté Félix Tshisekedi dans ce journal. Et puis les indicateurs macroéconomiques de la RDC demeurent stables. C'est le comité des conjonctures économiques qui l'a affirmé lors de la réunion de conjoncture économique. Dans ce journal, vous avez écouté Vital Kamerhe, VPM en charge de l'économie, qui est également revenu sur la crise des maïs dans les espaces Katanga et Kasaï. Et puis la République démocratique du Congo perd chaque année plus d'1 milliard de dollars américains dans le trafic illégal d'or. C'est la ministre en charge des mines Antoinette Ntsamba Kalambaye qui l'a affirmé. Vous l'avez également écouté dans ce journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment Facebook, Twitter et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.